Bienvenue pour la seconde partie de notre programme aux Canaries, région autonome espagnole qui compte 2 millions d'habitants. Et nous sommes sur Gran Canaria, l'une des 7 îles. En tant que région ultra-périphérique, elle reçoit bien sûr beaucoup d'aide de l'Union européenne pour son agriculture. Et ce secteur est particulièrement en difficulté. Il a régressé sous l'essor du tourisme de masse, ne représente plus que 3% de la population active et couvre à peine 1/5 des besoins locaux. Alors nous allons nous intéresser tout de suite à la banane, le fruit roi aux Canaries, qui est aussi un sujet très sensible pour l'Union européenne. C'est le conflit politique et économique contemporain le plus long. 20 ans d'une guerre commerciale impliquant des multinationales et des millions de petits planteurs à travers le globe. L'enjeu, la banane, sur le podium des fruits consommés, place numéro 1. 130 millions de tonnes sont produites chaque année. Une production mondiale qui a triplé en 40 ans, car c'est surtout le fruit qui voyage le plus et le mieux. Un marché à l'exportation de 7 milliards d'euros annuels. 30% de ces bananes d'export prennent le chemin de l'Europe. On a donc un marché européen à 2 milliards d'euros. Sur nos étals, 3 bananes. D'un côté, la banane dollar, soutenue par les États-Unis défendant les intérêts de 4 géants industriels produisant en Amérique latine. En position de force, la banane dollar, c'est 70% des bananes consommées en Europe. Elle coûte moins cher, mais l'UE lui oppose des barrières douanières. En face, il y a la banane ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. 20% des bananes consommées dans l'UE. Elles proviennent des anciennes colonies françaises et britanniques et ont un accès privilégié au marché européen. Enfin, la banane euro, un petit 10% made in UE, soutenu par l'Union et très subventionné. Début des hostilités 1993. États-Unis et pays d'Amérique latine entament une série de plaintes devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. En cause, le montant des frais de douane européenne sur la banane dollar, 176 € la tonne. L'Europe est condamnée à plusieurs reprises et doit plier. En 2009, un accord est trouvé. La banane dollar voit sa barrière douanière abaissée de 30% à partir de janvier 2017. Désormais, la banane dollar entend tout conquérir, mais banane ACP et banane euro n'ont pas dit leur dernier mot. Et voilà pourquoi la banane est un fruit phare des régions ultra-périphériques. Pour en parler, nous recevons un premier invité, Juan López Aguilar, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen des socialistes et démocrates, originaire et né d'ailleurs à Gran Canaria. Vous nous avez emmenés dans un endroit qui est très représentatif de la transformation du territoire rural à touristique. On est où là ? On est dans un hacienda rural, ça veut dire une maison d'une plantation traditionnelle de la banane aux Canaries qui est devenue un hôtel. Et le tourisme est arrivé quand j'étais tout petit, à la fin des années 60 et au début des années 70 et a révolutionné complètement la démographie, la société, l'aménagement des territoires aux îles Canaries. On a augmenté la population spectaculairement. On était 1,5 million quand j'étais jeune. Maintenant, on est 2,5 millions et on reçoit presque 12 millions de visitants chaque année par conséquence du tourisme massif. Mais il y a toujours l'agriculture, il y a toujours la banane. Et la tomate, c'est l'autre grand produit ici aux Canaries, mais elle considère qu'elle a reculé parce qu'elle n'a pas de régime de faveur, à la différence de la banane. Qu'est-ce qui se passe avec la tomate ? C'est exact, c'est une longue histoire, parce que la banane est très bien organisée aux îles Canaries. Il y a un secteur producteur très actif et très influent. Ils ont réussi à protéger fortement la banane. Et c'est comme ça que la banane a survécu toute la transformation de la compétitivité, de la globalisation et une subvention directe de 142 millions par an pour les producteurs de bananes. Mais les producteurs de tomates, ils portent plainte et ils présentent une carrière de doléances comparative par rapport à la banane. Ils disent la banane est très protégée, mais les tomates est en recul. Les tomates est en recul dans la globalisation, et particulièrement des traités commerciaux qui ont été signés par l'Union européenne avec des pays voisins, comme c'est le cas du Maroc. Les tomates de Maroc sont très en concurrence avec les tomates des Canaries. Alors, la conséquence, c'est que les tomates reculent, tandis que la banane
tient debout. Et comme vous le disiez, la banane est très protégée ici aux Canaries par un puissant syndicat agricole. C'est d'ailleurs l'objet du reportage de notre envoyé spécial, Johan Baudin. Que ce soit sous bâche ou en plein air, elles impriment en damier leur présence sur les côtes des Canaries. En tout, l'archipel compte plus de 9000 hectares de bananeraies. C'est près de 20% de la surface agricole des îles. En Espagne, on fait la différence entre la banane des Canaries et les autres bananes, car elles sont différentes. Cette banane est plus douce et comme on est dans une zone subtropicale, on a une maturation plus lente dans les champs. Une banane plus sucrée, c'est l'argument qualité martelé par la représentante du très influent syndicat de la banane canarienne. L'organisation obtient chaque année de Bruxelles une enveloppe essentielle pour maintenir cette activité ici. Cette banane européenne coûte 4 fois plus cher à produire en moyenne que sa concurrente sud-américaine. On a un coût de personnel plus important car il s'agit d'un travail artisanal et puis ici on applique la législation européenne. On a des charges comme la sécurité sociale. En plus, nos exploitations sont de petite taille, moins d'1 hectare en moyenne. On ne peut pas mécaniser. Au niveau du prix de vente, nos bananes sont en moyenne vendues 60 centimes d'euros de plus au kilo que les bananes d'autres origines. Les Canaries produisent chaque année 400 000 tonnes de bananes. C'est le premier producteur européen. Une fois coupées, les régimes prennent la direction d'un des 90 centres de conditionnement de l'archipel. Et alors un régime comme ça pèse combien plus ou moins? 60 à 70 kilos. Et ça, des champs jusqu'ici, vous portez ça sur le dos? Les hommes au transport et à la coupe, les femmes au triage et au lavage. Soutenir la banane pour maintenir l'emploi, c'est le credo du syndicat. Ici, ça génère toute l'année plus de 1200 emplois directs et indirects. On a en tout 8200 agriculteurs qui vivent de la banane, donc c'est très important pour les îles où il y a un taux de chômage élevé. La quasi-totalité de ces bananes sont consommées en Espagne. Les producteurs canariens aimeraient bien conquérir d'autres marchés en Europe, mais ils se heurtent à une autre banane européenne, celle des Antilles françaises. Alors on vient de voir ce reportage consacré à la banane qui a beaucoup de défenseurs mais aussi quelques critiques qui soulignent que c'est un fruit qui nécessite énormément d'eau et que sur une île ça n'est pas très écologique. Il y a eu une très effective organisation de l'aménagement de l'eau de la part des agriculteurs, de la part des producteurs, des exportateurs. Alors le problème s'est arrangé. C'est aussi vrai que les îles Canaries sont très différentes entre eux. L'île de Fuerteventura et l'île de Lanzarote, ils sont très sèches. Mais l'île de Tenerife, La Palma, Gomera et Hierro, ils sont très verts. Il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de l'eau et il a plu traditionnellement beaucoup plus. Alors l'eau, ça pas a posé un grand problème à La Palma ou à Tenerife. Ici, en Grande Canarie, un peu plus significatif, un peu plus notable, mais en tout cas, le problème a été arrangé. Et bien sûr, je dois dire que je m'occupe de la dimension environnementale, je m'occupe de la dimension écologique. La banane, c'est la monoculture. Est-ce qu'il ne faut pas diversifier davantage les cultures pour arriver à un équilibre et notamment pour arriver à l'autosuffisance locale parce qu'on en est très loin? C'est vrai que la banane a l'air d'une monoculture, mais n'est-ce pas? Il y a aussi les tomates, il y a aussi la pomme de terre, il y a aussi la vigne. On a des vents fantastiques provenant des îles Canaries. Et il y a aussi la fleur, qui a de l'importance dans le secteur exportateur canarien. Mais c'est aussi vrai que la banane, c'est le secteur le plus pugnace, c'est le plus significatif de l'agriculture canarienne. Et bien sûr que le concept des régions ultra-périphériques définit exactement des territoires éloignés, des territoires fragmentés, des territoires insulaires dans lesquels il est impossible l'autoconsommation. L'agriculture doit être disaignée et gérée pour l'exportation. Et c'est justement pour ça que le traité de fonctionnement de l'Union européenne prévoit des spécificités de protection à l'égard des transportations et d'accessibilité au réseau de commerce mondial. Vous êtes passé d'une monoculture à une autre, parce qu'avant la banane, celle qui régnait en maître sur ces îles, c'était la cochenille. C'est un petit insecte qui produit un rouge magnifique. C'est exactement ça. Et incroyablement, la cochenille, c'est l'histoire des Canaries jusqu'à la moitié du 19e siècle. Il y a eu des changements de ce moment-là, d'ordre social, mais aussi une grande catastrophe, une pestilence, qui a provoqué un changement de monoculture. Maintenant, il y a secteur survivant de la cochenille et qui cherche aussi
un certain niveau de protection des subventions européennes. Vous avez raison, les cochenilles, les petites bêtes qui grimpent, espèrent continuer à grimper encore grâce à des soutiens de l'Union européenne sous la forme d'appellations d'origine protégée. On regarde tout de suite ce reportage signé Johan Baudin. Le trésor des Pérez dort au fond de cette grotte, posée sur des raquettes de cactus, des milliers d'insectes, des cochenilles, des mers qui couvent leurs œufs. Dès que les cieux sont favorables, Lorenzo, père et fils, les disséminent sur leur plantation, 22 hectares de figues de Barbarie. On utilise une chaussette que l'on remplit de cochenilles avec leurs œufs. Et ensuite, on la pend sur différentes branches avec l'objectif que dans 3 mois, tous les cactus soient infestés par les cochenilles. Des gestes ancestraux qui ont failli disparaître. Par le passé, les cochenilles ont pourtant fait la richesse des Canaries. Importé du Mexique, ce parasite s'est très bien acclimaté à l'archipel. Mais l'invention des colorants synthétiques a fait péricliter cette tradition. Avec ce mouvement, on tue l'insecte. Brassage et séchage sur des claies pendant une quinzaine de jours. Le corps de l'insecte recèle alors d'une substance rare, le carmin. Voici le carmin. Un colorant naturel très puissant, utilisé dans l'industrie textile, alimentaire ou cosmétique. On l'emploie pour les yaourts à la fraise, à la framboise. C'est le composant E120. Il est présent aussi en parapharmacie pour les rouges à lèvres ou pour colorer la viande. 2 tonnes produites chaque année, vendues 60 € le kilo et exportées vers le continent pour être transformées. Les Pérez ont obtenu de l'UE une appellation d'origine protégée pour leurs cochenilles et espèrent des aides pour développer leur activité. Nous voulons une aide minimum de 14 millions d'euros afin de pouvoir créer notre propre usine de transformation du carmin, ici aux Canaries. À la clé, 500 emplois potentiels, estiment les Pérez, qui rêvent de multiplier par 10 la taille de leur plantation. Et pour finir, nous sommes en compagnie de Gersande Courtois de Vissos, une Française qui a décidé d'être chercheuse universitaire ici à Grande Canaria. Et nous sommes dans cette ferme où vous aimeriez bien faire plus souvent d'ailleurs vos courses parce qu'elle est bio. Oui, tout à fait. C'est un endroit vraiment magnifique. Le cadre est agréable en plus et ils produisent des produits de qualité. Souvent, ils essayent d'utiliser des produits locaux, des souches locales. Et en fait, c'est un vrai plaisir de venir faire son marché ici et après de les déguster dans l'assiette. Oui, parce que la propriétaire de cette ferme, Lomo Espino, nous explique un peu le principe. En ce qui nous concerne, nous essayons d'obtenir autant de biodiversité que possible. Nous produisons en ce moment 30 types de végétaux et nous plantons divers arbres fruitiers. Je pense que dans l'ensemble, la place de l'agriculture organique est en train de s'affirmer, de gagner en notoriété. Mais en même temps, notre agriculture organique, écologique, biodynamique n'est pas plus encouragée par les subventions européennes que l'agriculture traditionnelle. Gersande, vous connaissez bien maintenant les Canaries, mais vous notez que l'agriculture n'est pas toujours diversifiée ni équilibrée. En fait, c'est une chose qui se retrouve aussi dans différentes îles au niveau européen. Les RUP, les régions ultrapériphériques européennes, elles ont toutes suivi plutôt un modèle, mais qui était finalement c'était ce qui existait avant, ce modèle d'agriculture monospécifique en fait. Et petit à petit, c'est vrai que pour différentes raisons environnementales, la tendance est d'essayer de développer ces autres techniques de production qui peuvent être rentables si elles sont bien réalisées. Alors vous, c'est ce que vous essayez de faire, mais dans le secteur de l'aquaculture. Attention, qui dépend non pas de la politique agricole commune, mais de la pêche. Et d'ailleurs, il pourrait y avoir des synergies quand même. Élever des poissons ou élever des animaux.
c'est un peu pareil. Oui, non, finalement, l'aquaculture, c'est une production primaire aussi, c'est un élevage aussi, comme un autre. Et on produit des animaux, des végétaux, de la même façon que dans une ferme au niveau terrestre. Et vous faites ces recherches à l'université de Las Palmas, où on vous retrouve tout de suite. Actuellement, au sein de l'Institut EcoAqua, on est environ 80 chercheurs. Et on développe des projets au niveau européen. Maintenant, il y a des besoins de diversifier les espèces qui sont produites en fait et d'arriver à trouver des systèmes de production qui soient durables et qui soient respectueux de l'environnement. Un des systèmes de production qui est utilisé, qu'il soit en eau douce ou en eau salée, c'est le fait de réutiliser les effluents qui sortent des bassins de poissons, qui sont ensuite traités par les productions végétales, qui peuvent être des végétaux terrestres ou des productions végétales marines, comme les algues. Et ces eaux étant dépurées, sont ensuite réutilisées aussi pour la production des animaux. Au niveau européen, les installations existantes ici sont reconnues comme un pôle d'excellence. Et une partie des recherches qui se développent sont faites sur des espèces ou des techniques qui sont d'intérêt pour les différentes régions ultrapériphériques qui ont souvent des conditions communes marines. Merci à vous, Gersande, d'avoir été notre invitée. Merci à vous de nous avoir suivis aux Canaries. On se retrouve comme toujours la semaine prochaine pour parler d'Europe et puis l'année prochaine pour reparler d'agriculture européenne. À très bientôt à tous.